Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 21 de Dragon Ball Kakumei. Si tu n'es pas à jour sur Dragon Ball Kakumei, je te mets le lien en description vers la playlist. Comme ça, tu pourras t'enchaîner tous les chapitres de Dragon Ball Kakumei. Et après, tu reviens, après avoir vu celui du chapitre 21, pardon. Comme ça, tu pourras voir directement ce que j'en pense, cette petite review, et voir un peu l'analyse qu'il y a derrière. Bref, on va commencer la review. Alors déjà, on a une page cover qui est assez incroyable. C'est Krillin qui continue son entraînement sur Calaman avec les autres loups. Et on voit que Krillin, par rapport à Yamcha et Tenshinhan, s'en sortent mieux. Mais les deux autres s'en sortent également très bien. Donc, on a une page cover un peu comme dans One Piece où tu as une histoire alternative qui nous est décrite vite fait. Et on sent que voilà, les auteurs n'oublie pas les personnages et les font se développer tous en parallèle. Donc on a vraiment ce côté récit choral qui continue. Donc un récit choral, c'est quand tu as plusieurs personnages un peu éparpillés qui continuent chacun de leur côté leur développement et à la fin ça va finir par se réunir dans un point central. Mais le récit choral, c'est un peu, tu vois, il y a tout ce qui se passe en même temps, chaque histoire se développe, chacun se développe de son côté et voilà. Donc là, on retourne sur le cœur du sujet, on retourne sur la planète de l'univers 6, là, la planète Sadala. Et là, justement, on a l'amiral Fenel qui est avec Caulifla et Kabe, pardon. Et du coup, ils sont en train de voler, en train de mettre à l'abri Bulma. Et Bulma qui commence à s'imposer et leur dit « Déposez-moi là, je vais vous montrer quelque chose ». Et là, elle commence à sortir la capsule qui permet maintenant, désormais, de rétrécir les personnes et d'être à l'intérieur de la capsule. Donc ça permet à elle de se mettre à l'abri et de permettre de se coordonner avec les autres. Donc elle va leur fournir des scooters. Et tu sens voilà, que Bulma continuera à être utile et ça c'est une bonne chose. Déjà on voit la finalité de pourquoi elle était partie avec des Tsufour pour visiter leur laboratoire. En fait de son côté elle voulait faire continuer à évoluer les capsules Hoi Poi par rapport à son père, donc elle découvrait les technologies Tsufour et en même temps tu vois que les auteurs ont envie de développer en plus la technologie et le lore de Dragon Ball. Donc ça veut dire que désormais, maintenant, c'est acquis. Maintenant, les capsules pourront permettre d'autres possibilités. Ça permettra de stocker des humains à l'intérieur. Ça fait un peu comme des Pokéballs finalement. Donc, quand il y a par exemple quelqu'un qui est blessé, peut-être que tu pourras envoyer ta capsule pour stocker à l'intérieur et dire vite, prenez la capsule et sauvez-vous, tu vois. Tu pourras t'en servir aussi pour peut-être invoquer des personnes. Tu vois, il y en a un qui te fait chier. Attends, tu veux me faire chier Bulma qui dit ça, hop, capsule, j'invoque Vegeta, tu vois. Bon, évidemment, ça se passe pas comme ça, hein, mais voilà, j'en trouve une utilisation un peu plus spéciale, mais on sent que les auteurs, donc Darkos et Rinko et même Poisson Labo qui dessinent, continuent à faire se développer la technologie, le lore, l'univers de Dragon Ball, et ça se voit même au sein de la technologie, et ils n'oublient pas le personnage de Bulma. On arrive par rapport au personnage de Kabe, etc. Donc, toujours aussi bien dessiné. D'ailleurs, on a le droit à des pages couleurs. Et ça fait super plaisir pour ce début. Donc, on a Kabe en couleur, on a Caulifla en couleur, on a Fenel, l'amiral, qui est en couleur avec Bulma qui discute. Et tu sens la personnalité de Bulma qui veut aider et qui ne veut pas se sentir boulet. Et finalement, Kabe qui accepte de plus ou moins protéger, il accepte la responsabilité de Bulma puisqu'il est plus ou moins l'alter ego de Vegeta et qui se sent un peu serviteur de Vegeta puisqu'il y a une relation maître-élève entre les deux. Quand je dis serviteur, c'est plus élève, mais il y a un côté vachement soumission et en même temps, tu sens que Caulifla et Kabe ont une relation qui commence à se créer. Il y a un petit lien, tu vois. Tu vois que Caulifla commence à le narguer un peu. Donc, est-ce que les deux vont se rapprocher et peut-être qu'il va se passer un petit truc entre les deux, tu vois? On le sentait déjà dans Dragon Ball Super, que les deux, quand même, allaient très bien ensemble. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, on ne sait pas. Mais bref, la relation entre les deux continue à se développer et tu sens que Fenel, par contre, qui est amiral plus aîné, on va dire, elle a vraiment pour superviser et elle a pour que les deux s'entendent très bien finalement. Donc ils arrivent finalement à se mettre d'accord et repartent pour essayer de combattre Sagala. On revient du coup sur... Alors je me rappelle plus de l'ordre, mais bon, on va dire que c'était dans cet ordre-là. Le combat entre Amaron et Vegeta. Et Amaron tout de suite...
il provoque toujours Vegeta. Il provoque toujours en fonction de Bulma. Parce qu'il a scanné le passé de Vegeta et il sait quel point toucher pour faire mal Vegeta, tu vois. Mais Vegeta, il se laisse pas faire et en même temps, il se laisse quand même faire parce qu'il peut rien faire en fait. Et là, il commence à sentir le ki et il ne voit plus le ki de Bulma puisqu'elle est rentrée dans la capsule. Du coup, Vegeta qui s'emporte et qui s'énerve. Et tu sens vraiment la personnalité sadique d'Amaron, tu vois. Et moi, j'aime bien ce personnage parce qu'en plus, tu sais, il a sa mâchoire dégueulasse parce que son masque maintenant est à moitié cassé. Et il a un regard sournois et il est vraiment en train de prendre du plaisir dans ce combat. Alors, on ne sait pas pourquoi il prend autant de plaisir. Est-ce que son but, c'est de chercher un adversaire à sa taille ou c'est justement ce côté, je suis en train de manipuler l'autre et en train de lui mettre des punchlines, de le faire chier à propos de sa Bulma à chaque fois et de le provoquer et sentir qu'il est énervé. Et c'est peut-être ça qui lui procure autant de plaisir. C'est peut-être le fait d'avoir une emprise psychologique et d'avoir ce côté sadique, d'envoyer des pics psychologiques qui fait que l'autre pète des câbles, tu vois. Donc lui, j'ai l'impression que son délire, c'est de faire craquer les autres psychologiquement et ça le fait marrer que les autres s'emportent et qu'ils s'énervent et qu'ils en ont après lui, tu vois. Après, ça, c'est aussi le côté qui va être fort du côté de chez Vegeta, je pense. Parce que quand tu cherches trop la bête, tu vas finir par la trouver. Donc Vegeta, tu sens déjà que là, en SSJ Blue Evolution, tu voyais déjà que ses muscles étaient bien bombés. Tu sentais la colère monter en lui. Donc on a envie de voir un Vegeta se déchaîner. Et sincèrement, moi, j'aime bien ce combat parce que j'aime bien la personnalité d'Amaron parce qu'il a un vrai côté méchant, tu vois. Il est là vraiment pour faire souffrir Vegeta. Parce que quand il provoque exprès et qu'il dit on va chercher ta Bulma, c'est pas une intention de le buter et d'en finir rapidement. Non, non. On dirait qu'il prend son temps, qu'il prend le plaisir de le martyriser psychologiquement. Même pas que physiquement, hein. C'est vraiment... voilà. Bref, tu as cette super emprise de l'héritier Amaron. Hein. Et après, on bascule directement sur un autre combat. Donc là, je crois que c'était Pepino contre Sagala. Alors, le combat est intéressant. Pepino qui utilise sa force virevolte. Donc, on sent que c'est vraiment la faiblesse de Sagala. Parce que Sagala, pour moi, c'était une sorte de spectre qui était plus ou moins dans un état physique, mais qui pouvait être en état gazeux. Et là, il y a justement le pouvoir exprès qui fait chier Sagala, qui le neutralise, puisqu'avec les tornades, bah même si ton corps devient plus ou moins gazeux, pas très solide et tout, un peu mou, caoutchouteux ou je sais pas quoi, bah du coup tu te fais emporter par la tornade. Donc tu vois que vraiment Pepino est la faiblesse de Sagala, et d'ailleurs il lui met pas mal de coups, et tu sens qu'il est vraiment difficile à gérer ce Pepino, parce que même Sagala, tu ressens qu'il a quand même un avantage en termes de puissance, parce que tu le vois transpercer Pepino, mais Pepino à chaque fois il se régénère. Donc Pepino a vraiment une technologie, des capacités pour mettre à mal l'adversaire. Et du coup, même lui, il se dit, mais attends, mais il a pas de ki, comment ça se fait qu'il soit aussi puissant et tout? Et tu sens que c'est vraiment le point fort de Pepino. C'est de jouer sur la technologie, c'est de jouer sur le côté analyse, je vois comment tu fonctionnes, du coup j'utilise des techniques que tu auras très beaucoup de mal à neutraliser. Et c'est super intéressant. Et en plus, il te balance des super punchlines. À un moment donné, il dit « Je ne suis ni Tsufour, ni Saiyan ». Ça te fait penser tout de suite à la phrase de Gogeta qui dit « Je ne suis ni Goku, ni Vegeta et je n'ai pas besoin d'avoir un nom pour te tuer ». Sauf que là, il dit « Je suis un enfant des Tsufour, et un enfant de Sadala ». Donc, c'est vraiment cette image qui est importante. C'est que d'un côté, tu as les Tsufour et de l'autre côté, tu as les Saiyans. Et en plein milieu, tu as vraiment le roi qui a vraiment cette culture du métissage. Parce que lui, il a cette tolérance, il veut vraiment que les peuples s'unissent. Donc c'est pour ça que tu as vraiment cette image et que bah, justement Pepino représente vraiment l'enfant du roi, de ce que le roi voulait au sein de sa planète, c'est-à-dire une tolérance et un métissage qui arrive au sein même de leur planète. Par contre, petit point un peu, voilà, une petite critique que j'ai envie de faire, c'est par rapport à la personnalité de Sagala que je trouve un peu plus décevante. Parce que autant Amaron, je suis super comblé, il est super incroyable, moi j'aime bien parce qu'il a ce côté sadique, il a une vraie personnalité, c'est un vrai méchant. Pareil pour Doula, il a un caractère incroyable, d'ailleurs bon, on va passer sur ce point là directement, mais là le combat se poursuit par rapport au roi Sadala contre Doula.
ça donne vraiment envie de lui mettre des claques, de l'attraquer et de le défoncer de ce Doula. Parce qu'il a ce côté sournois, il a ce côté méchant, il a ce côté... voilà, et que tu aimes le détester. Tu aimes le détester et tu as envie qu'il se fasse écraser par un autre ennemi. Parce qu'il a aussi cette insolence derrière, tu vois. Parce que tu as vraiment l'impression qu'il est plus faible que les autres, mais qu'il utilise de la magie, des ruses, pour pouvoir vraiment arnaquer et douiller ses adversaires. Du coup, lui, tu as vraiment une personnalité de lâche, quoi, d'enfoiré. Et c'est ça qui fait que tu as vraiment envie qu'il se fasse démonter par le roi ou que Broly revienne et qu'il l'éclate comme il se le doit. Donc moi j'aime bien ce personnage en fait, mine de rien, j'ai envie qu'il se fasse éclater, mais mine de rien le fait qu'il arrive quand même à survivre et à faire ses sournoiseries, j'aime bien, tu vois, j'aime bien le détester. Sur le moment je vois le faire ses trucs, je fais putain mais défoncez-le, mais tu vois il y a une accroche, il y a un truc qui est bien, tu vois. Alors que Sagala c'est peut-être ce qui lui manque. Parce que Sagala, en fait, au final, c'est juste un serviteur d'Amaron et il n'a pas vraiment de personnalité, en fait. Alors oui, il a un flow, il est bien dessiné, il est beau gosse. J'ai compris ce qu'a voulu plus ou moins nous faire ressentir l'auteur. Hein, parce que, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il lance des punchlines qui sont décalées. Et pourquoi est-ce qu'elles sont décalées comment je l'ai compris, en tout cas, du moins, c'est parce qu'il appartient à un autre univers. Et en plus, il fait partie du monde des démons. Donc, j'avais déjà vu dans l'autre chapitre qu'il balançait des phrases, des punchlines complètement décalées, du genre, je ne me rappelle plus, mais genre, qui n'a pas d'aile ne rêve pas, ou tu vois, des trucs, des expressions où nous, on est là, qu'est-ce que c'est que ça donc, on se dit, bon, effectivement, mais c'est pas ça qui crée sa personnalité, tu vois. C'est pas ça qui nous fait procurer des émotions quand on voit ce personnage. Alors, il est beau gosse, il n'y a rien à dire, il y a du flow. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il faut améliorer chez lui, mais voilà, en tout cas, par rapport... il est très réussi, hein, Sagala, je dis pas, hein, mais par rapport à Amaron et Doula, les deux autres, c'est vraiment des grands antagonistes que je kiffe et qui sont super bien faits et qui ont une vraie personnalité. Donc les deux autres, oui, je dis un grand oui. Par contre, pour Sagala, un peu moins, tu vois. Mais bref, pourtant, il a fait des choses, hein, il a tué par ça, il a fait des choses qui étaient mauvaises, hein, mais tu vois, je déteste quand même plus Doula, tu vois. Et d'un autre côté, je le préfère plus, tu vois. Mais bref, on va revenir par rapport au combat de Doula contre le roi. Donc le roi qui lui met quand même une raclée à un moment donné parce que Doula, il se fout trop de la gueule du monde. Il est trop insolent, il mérite des coups et même il perd ses dents sur le chemin. Déjà qu'il a la tête cabossée, je dis oui, il mérite ça. Après, à un moment donné, et c'est un rebondissement incroyable, c'est que, à un moment donné, le roi matérialise une espèce de trident qui est super stylé avec son ki, et il coupe le bras de Doula, donc tu te dis waouh, c'est bon, il va l'achever, il est sur le point de l'achever, il tend sa main comme ça et tout, et après t'as Doula qui arrive à téléporter son bras et à transpercer le roi Sadala, et là je me suis dit, aïe aïe aïe, ça fait mal, c'est bien fait, retournement de situation, pourquoi pas. Après, bon, il aurait fait sur Broly, j'aurais râlé, parce que bon, le corps de Broly, quand même, en full power, non, ta main se ricoche contre son muscle, tellement c'est dur, normalement. Mais contre le roi, ça passe comme il est en forme normale, tu vois. Ça passe. Parce que, quand même, Doula, c'est quand même un des grands serviteurs sélectionnés parmi l'élite pour le grand héritier Amaron. Donc, pourquoi pas. Après, il y a une scène qui m'a un peu sorti de la lecture. C'est le moment où il essaye de cautériser sa blessure, sa plaie. Parce que à un moment donné, il charge son ki. Alors, je sais même pas si c'est une cautérisation, mais du moins de ce que c'est dessiné, on dirait bien une cautérisation hein, pour moi. Parce qu'il est en train de concentrer son ki dans sa main, puis il le pose au niveau de son bide, du trou, et à ce moment-là, tu as de la fumée qui sort du corps et en même temps de la bouche. Donc, tu te dis c'est une cautérisation liée à la chaleur. Mais la cautérisation, finalement, c'est quoi? C'est juste au niveau des plaies que ça s'applique. Or là, on voit carrément que son trou, il est recouvert de peau. Donc c'est pas une cautérisation, là, c'est un soin. Tu vois, normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est que lorsqu'il s'est pris le trou béant, t'aurais dû avoir du sang qui coule. Et l'objectif de la cautérisation, justement, c'est d'arrêter l'hémorragie. Donc, du coup, t'aurais dû voir le trou, mais sans le sang qui coule, tu vois. T'aurais juste eu la peau au contour qui aurait été recouverte d'une nouvelle peau pour empêcher le sang de couler, tu vois.
Et c'est ça le but d'une cautérisation, ou quand tu prends une énorme blessure, tu peux trouver des moyens autres que la cautérisation pour pouvoir stopper l'hémorragie. Par exemple, dans Hunter x Hunter, on se souvient que Netero, voilà, il s'était fait couper la jambe par Meruem, le roi des insectes, et à ce moment-là, tu vois, il a contracté ses muscles pour stopper l'hémorragie. Et en fait, c'est les muscles qui ont recouvert les plaies ouvertes là pour empêcher le sang de sortir, tu vois. Ils auraient pu faire un délire comme ça, mais qu'importe, en réalité, normalement, tu as un trou et tu peux pas recouvrir tout le trou. Il est censé quand même rester un trou, tu vois, même en cautérisation. La cautérisation n'est pas un soin. Donc voilà, après peut-être que ce qu'a voulu faire l'auteur, en réalité, c'est un soin, hein. Moi j'en sais rien. Parce qu'on a vu dans Dragon Ball Super que le soin, il y a des gens qui sont capables de soigner. Dende a des pouvoirs de soin, tu vois. Et même Goku SSJ God, on rappelle que le pouvoir du SSJ God permet de soigner. Donc bon, voilà. Peut-être que c'était un soin, mais normalement, c'est pas possible. C'est un Saiyan, SSJ, et là, il était en forme normale. Bon, après, avec la manipulation du ki, c'est peut-être possible, hein, mais vu comment ça s'est fait, avec la fumée qui sort, moi, j'ai senti que c'était une cautérisation, mais une cautérisation qui te remplit tout le trou. C'est un peu trop, hein. C'est un peu trop pour moi, mais bref. Bon, allez, passons, parce que finalement, bon, c'est pas grave, hein. Les Saiyans, ils se prennent un trou dans le bide des abdos, c'est pas grave, ils continuent à se battre. De toute façon, c'est commun, on s'en fout de ça. Bref, le combat se poursuit et c'est très intéressant parce que justement, le roi fait abstraction de son traumatisme par rapport au Super Saiyan, et ce qui lui fait perdre justement ce traumatisme, c'est en repensant à Vegeta, et il se dit en même temps en culpabilisant, parce que finalement il se dit, puisque j'ai pas été en SSJ, c'est pendant tout ce temps que en réalité il y a eu pas mal de gens qui ont été tués de mon peuple, parce qu'il culpabilise même par rapport à Parsa, par rapport aux gens que Broly a écrasés et tout. Il s'est dit, si j'avais agi plus vite, plus tôt en SSJ, peut-être que tout ça ne se serait pas arrivé. Donc on voit aussi que la silhouette de Vegeta qui le hante quand même, donc les paroles de Vegeta ont vraiment porté leurs fruits. Et donc le roi se transforme en SSJ et c'est impressionnant parce que tu le vois vraiment crier, tu vois toute la rage qui ressort et là tu vois vraiment émaner sa puissance. Et d'ailleurs là il est en SSJ, je me demande s'il va perdre le contrôle ou pas. Donc normalement il va pas le perdre, hein, parce que finalement le SSJ, les gens gardent quand même le contrôle, à part Broly. Mais Broly après il passe en full power, il perd encore plus le contrôle. Mais il se peut que le roi ait un peu le même délire que Broly, c'est-à-dire qu'au début il perdait le contrôle, mais en général la deuxième fois qu'ils sont en SSJ, ça y est, il le contrôle plus ou moins. C'est plus quand il passe en mode full power, et il est possible que le roi passe en full power après, hein, j'en sais rien, peut-être que c'est dans la même lignée que Broly, c'est-à-dire que voilà, c'est des Saiyans purs, des origines, tout ça, peut-être qu'il y a un délire comme ça. Moi je l'avais dit déjà, la théorie que il était capable de se transformer en full power, c'est-à-dire cheveux verts. Bref, à la fin, finalement, tu as KB, Caulifla, SSJ3 d'ailleurs, KB, SSJ2 et Amiral Fennel qui débarquent pour sauver Pepino qui s'est pris un Gatling Gun, référence peut-être à One Piece, je sais pas, mais en tout cas, le pouvoir de Sagala est complètement pété, hein. C'est-à-dire qu'il tape dans le vide et boum, ça te fait des dégâts à toi. Donc c'est même pas besoin de te toucher, en fait, je téléporte mon coup sur toi. C'est même plus de la téléportation, parce que la téléportation, en vrai, l'autre peut plus ou moins esquiver. Là, c'est vraiment le coup, en fait, ça t'arrive dans la gueule. Donc là, il tape dans le tas et tout, il tape à fond, et Gatling Gun, l'autre, Pepino il prend cher, il devient carbonisé et il tombe et il est sur le point de se faire achever, et finalement voilà, t'as les autres qui arrivent par derrière, coup en traître évidemment, boum, mais tu sens que Sagala il a pas eu très mal. Tout de suite il s'est repris et tout de suite il dit vous êtes enfin là, donc nouvel affrontement qui va arriver, mais on voit bien que cette fois-ci Caulifla passe aux choses sérieuses parce qu'elle est en SSJ3, KB est en SSJ2 et Fennel est en SSJ1, donc tu sens déjà un peu que Fennel a l'expérience mais pas la puissance, donc elle peut matérialiser des armes, donc elle pourra sûrement être très utile. Par contre, moi j'attends beaucoup de Caulifla, parce que Caulifla SSJ3 c'est quand même l'alter ego de Goku, et la particularité de Goku, même de Caulifla, hein, c'est leur capacité à être un peu des génies du combat, c'est-à-dire que dans certaines situations, elles te sortent des trucs, des solutions, et boum, ça marche, tu vois. C'est l'instinct
du combat. C'est vraiment les arts martiaux. Tu es capable d'innover en plein combat et de sortir des trucs et de t'adapter. Donc voilà, Caulifla STJ3, moi je pense que c'est vraiment elle qui va faire des choses assez incroyables. Parce qu'en face, bah, tu as Sagala qui a des capacités un peu mystiques, donc c'est le plus grand magicien. On comprend pas toujours ses pouvoirs, mais là il a des trucs complètement pétés. Hein. Le fait de taper sur l'autre, j'ai même plus besoin de te viser, ça te touche. Il est un peu en état gazeux, tout ça. Il est capable de rentrer dans ton esprit. À un moment donné, il était en train de posséder plus ou moins Fenel. Et c'est comme ça qu'il avait tué par ça. Donc il était sur le point de tuer Fenel aussi. Donc voilà. Sur ce, voilà. Moi j'ai super bien kiffé ce chapitre. Donc voilà. Rien à redire là-dessus, hein. J'ai trouvé que c'était une masterclass, malgré les petits trucs de pinaillement que je vous raconte là, mais j'ai super bien apprécié et j'attends le prochain chapitre avec impatience, parce que finalement, ce qui est très bien, c'est que les auteurs prennent le temps de développer tous les personnages, c'est cohérent, l'histoire est intrigante, ils ont ce côté incroyable de pouvoir te mettre l'eau à la bouche pour savoir qu'est-ce qui va se passer sur le prochain chapitre, et en plus, ils ont réussi à faire des antagonistes assez charismatiques, je trouve, notamment avec Amaron et Doula. Et pour Sagala, un peu moins, mais il y a quand même un petit truc, j'aime bien quand même, tu vois. Bref, sur ce, donc, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.